Nous ne servons pas de boîte de jus en première classe, chérie. C'est ce que l'hôtesse de l'air a dit à une fille noire de 7 ans assez fort pour que la moitié de la cabine l'entende. Elle ne savait pas que l'homme assis à côté de l'enfant était le nouveau PDG de toute la compagnie aérienne. Elle pensait qu'elle appliquait des règles. Elle pensait qu'elle les remettait à leur place. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au moment où les rousses toucheraient le sol, elle ne perdrait pas seulement son emploi. Elle deviendrait le visage d'un scandale mondial. Ce n'est pas seulement une histoire de karma, c'est une histoire de justice livrée à 30 000 pieds. Nous ne servons habituellement pas de boîte de jus sur une première classe, chérie. C'est ce que l'hôtesse de l'air a dit assez fort pour que la moitié de la cabine l'entende, souriant à une fille noire de 7 ans, comme si elle n'appartenait pas. Elle pensait qu'elle appliquait juste les règles. Elle pensait que personne d'important ne regardait. Mais l'homme assis à côté de cette petite fille, il n'était pas juste son père. Il était le nouveau PDG de toute la compagnie aérienne. Et au moment où l'avion atterrirait, son air suffisant lui coûterait tout. Le sanctuaire feutré de la cabine Delta 1 sur un vol direct d'Atlanta Hartsfield-Jackson à Londres Heathrow était un monde à part entière. C'était un royaume de sièges moelleux, s'allongeant à plat, de champagne gratuit et du bourdonnement silencieux des moteurs du Boeing 707, un son qui promettait un voyage sans accroc à travers l'Atlantique. Pour Amara Carter, 7 ans, c'était un château céleste magique niché dans ce siège 3A. Ses petits doigts traçaient les motifs sur son tout nouveau sac à dos licorne en pluche, un cadeau de son père pour son premier voyage international. Ses yeux grands ouverts avec un mélange d'émerveillement et d'excitation passaient du monde miniature, visible à travers sa fenêtre, au visage de l'homme assis à côté d'elle en 3B. Son père, le docteur Julian Carter. Julian était un homme dont la présence remplissait une pièce non pas de bruit, mais d'une gravité tranquille et confiante. À 42 ans, il possédait un comportement calme qui avait été difficilement acquis à travers des années à naviguer dans les salles de conseil d'administration et les amphithéâtres. C'était un homme d'une stature impressionnante, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, bien qu'il ait retiré la veste pour un confortable pull en cachemire. Son visage, qui pouvait être sévère en négociation, était adouci par le sourire adorateur qu'il réservait exclusivement à sa fille. Il était un titan dans le monde de la logistique et du transport mondiaux. Un consultant très recherché et un fait connu de très peu de personnes sur ce vol. Un cadre supérieur nouvellement nommé au conseil d'administration de la compagnie aérienne même avec laquelle il volait. Pour lui, ce voyage était un mélange d'affaires et de plaisir. Une série de réunions à Londres suivie d'une semaine d'exploration de la ville avec sa fille. Une aventure longtemps promise. « Papa, penses-tu que la reine sera à la maison quand nous visiterons son château? » Amara a chuchoté sa voix une petite cloche dans la cabine silencieuse. Julian a ri, un son bas et chaleureux. « Eh bien, chérie, c'est un très grand château, mais qui sait? Peut-être que nous aurons de la chance. » Il s'est penché et a ajusté le petit oreiller derrière sa tête. « Essaye juste de te reposer bientôt. C'est un long chemin jusqu'à Londres. » Alors que Julian se réinstallait dans son siège, il sentit une présence planer dans l'allée. Il leva les yeux pour voir une hôtesse de l'air, une femme dont le badge lisait Susan. Elle était à la fin de la cinquantaine avec une casque de cheveux blonds parfaitement coiffée et un sourire qui ressemblait plus à un exercice facial pratiqué qu'à une expression de chaleur véritable. Ses yeux, d'un bleu pâle et froid, firent un balayage rapide et dédaigneux de Julian, puis s'attardèrent sur Amara avec une lueur de quelque chose que Julian ne pouvait pas tout à fait situer. Mais cela déclencha une faible, presque imperceptible, sonnette d'alarme dans le fond de son esprit. « Puis-je vous apporter quelque chose à boire avant que nous finissions l'embarquement? » demanda Susan, sa voix nette et professionnelle, mais manquant du ton accueillant offert aux autres passagers dans la cabine. Elle venait juste du couple dans la rangée 2, où sa voix avait été mielleuse et affable. « Je prendrai une eau pétillante, s'il vous plaît, » répondit Julian, son ton poli.
Et pour ma fille, avant qu'il ne puisse finir, Susan le coupa. Les enfants en première classe devraient avoir du jus, déclara-t-elle, non pas de mandat. Pomme ou orange Amara, qui était sur le point de demander sa propre eau pétillante pour faire chic comme son père, recula légèrement. Le front de Julian se plissa. C'était une petite chose, une micro-interaction, mais c'était discordant. C'était de la supposition, le refus de même le laisser finir sa phrase. Elle aura la même chose que moi, s'il vous plaît. Eau pétillante avec une tranche de citron vert, dit Julian, sa voix restant égale mais avec une nouvelle fermeté sous-jacente. Il fit à Amara un clin d'œil rassurant. Le sourire de Susan se resserra, devenant une ligne fine et exsangue. Bien sûr, dit-elle son ton, suggérant que c'était tout sauf cela. Elle tourna sur son talon et marcha vers la cuisine sans un autre mot. Julian la regarda partir, le malaise grandissant. Il avait passé toute sa vie à naviguer dans des espaces où il était l'exception, pas la règle. Il était un expert pour lire le langage subtil, non dit du préjugé, les légères hésitations, les regards excessivement scrutateurs, les suppositions condescendantes. Il reconnut le froid de Susan instantanément. C'était un froid familier et indésirable. Quelques minutes plus tard, Susan revint. Elle plaça l'eau de Julian sur son plateau avec un mouvement précipité. Puis elle se tourna vers Amara. Musique. Au lieu de placer le verre sur le plateau de l'enfant, elle le tendit. « Vous devez être très prudente avec ceci, dit-elle, sa voix teintée d'un avertissement condescendant. Ceci est un vol complet et nous ne pouvons pas avoir de déversement. » Amara, une enfant bien élevée et méticuleuse, tendit la main vers le verre avec les deux mains, mais Susan le retira légèrement, forçant la petite fille à faire un mouvement brusque en avant. Quelques gouttes d'eau débordèrent du bord, éclaboussant le sac à dos licorne d'Amara. « Oh, pour l'amour du ciel! Voyez, c'est précisément ce qui m'inquiétait. » s'exclama Susan, sa voix aiguë et assez forte pour attirer les regards des passagers de la rangée 4. Elle attrapa une serviette de cocktail et tamponna agressivement la petite tache humide sur le sac à dos. Ces sièges sont en cuir, ils tâchent. Les larmes montèrent aux yeux d'Amara, non pas à cause du déversement, mais de la piqûre du ton de Susan. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, sa lèvre tremblante. Les instincts protecteurs de Julian s'enflammèrent, chauds et féroces. Il se pencha en avant, sa voix baissant à un registre bas et contrôlé. « C'est assez. C'était un petit déversement, et c'était de votre faute d'avoir retiré le verre alors qu'elle le prenait. S'il vous plaît, laissez-le simplement. » Susan se redressa, son visage un masque d'indignation. Elle regarda Julian comme s'il était un objet étranger qui avait en quelque sorte contaminé sa cabine immaculée. « Monsieur, j'essaie simplement de maintenir les standards de l'expérience de première classe pour tous nos passagers. » L'accent sur mer était lourd d'un poids dédaigneux, presque insolent. Elle jeta musique un autre regard appuyé à Amara, comme si l'enfant était une bombe à retardement de perturbation. « Votre travail, Julian, dit sa voix dangereusement basse, est de fournir un service. Ma fille est une passagère payante dans cette cabine, juste comme tout le monde. Elle n'est pas un problème, et je ne vous laisserai pas la traiter comme telle. Sommes-nous clairs? » La confrontation directe sembla surprendre Susan. Son calme se fissura un instant, révélant un éclair d'animosité pure et non adultérée dans ses yeux. Elle vit un homme noir dans un espace où elle sentait qu'il n'appartenait pas, défiant son autorité. C'était un affront à son sens de l'ordre. Elle ne vit pas un père inquiet. Elle vit une menace parfaitement. Elle siffla avant de se retourner et de se retirer vers la cuisine, son dos droit comme un piquet. Julian se tourna vers sa fille, son cœur lui faisant mal à la vue d'elle, essayant de retenir ses larmes. Il la serra dans ses bras, caressant ses cheveux. « C'est bon, petit oiseau, murmura-t-il. Cette femme passe une mauvaise journée et elle n'est pas très bonne à son travail. Cela n'a rien à voir avec toi. Tu n'as rien fait de mal. » Amara renifla, enfouissant son visage dans son pull.
Pourquoi était-elle si méchante? Papa Julian la tint fort, un nœud froid se formant dans son estomac. Je ne sais pas, chérie, mais ne t'inquiète pas. Je suis juste ici. Je ne laisserai personne être méchant avec toi. Alors que la dernière annonce d'embarquement résonnait dans la cabine, Julian regarda vers l'avant de l'avion. Il pouvait voir Susan dans la cuisine parlant de manière animée avec une autre hôtesse de l'air, jetant occasionnellement des regards furtifs et venimeux dans leur direction. Il savait avec une certitude qui le glaça jusqu'aux os que ce n'était pas fini. Le vol de 8 heures pour Londres s'étendait devant eux, une vaste étendue de temps et d'air libre, et il était piégé dans un tube métallique avec une femme qui avait déjà jugé sa fille basée sur la couleur de sa peau. Le sentiment de pressentiment n'était plus faible. C'était un klaxon retentissant dans son âme. Ce vol n'allait pas être le voyage sans accroc qu'il avait anticipé. Cela allait être une bataille. Alors que l'avion montait, inclinant gracieusement au-dessus des lumières tentaculaires d'Atlanta, Julian essaya de restaurer le sens de la magie et de l'aventure pour Amara. Il lui montra les voitures diminuant, lui disant qu'elles ressemblaient à de minuscules lucioles, et ensemble ils regardèrent jusqu'à ce que la ville ne soit plus qu'un souvenir scintillant contre le velours sombre de la nuit de Géorgie. Amara, résiliente comme les enfants le sont souvent, se détendit lentement, sa blessure antérieure apaisée par la présence apaisante de son père. Elle sortit son livre de coloriage et un ensemble de tout nouveaux stylos à paillettes, se perdant dans un monde de dragons étincelants et de lions à crinière arc-en-ciel. Julian, cependant, ne pouvait pas se détendre. Il restait en état d'alerte maximale, une sentinelle gardant la paix de sa fille. Il sentait la présence de Susan comme un changement de pression en cabine chaque fois qu'elle passait leur rangée. Elle se déplaçait dans l'allée avec une énergie raide et rancunière, son service envers eux étant effectué avec une efficacité minimaliste, presque méprisante. Lorsque le service de repas commença, l'arôme de saumon poêlé et de pain chaud emplissant l'air. L'hostilité de Susan devint plus prononcée. Elle servit les passagers autour d'eux avec un panache, expliquant les choix du menu, offrant des accords vains et riant de leurs petites blagues. Lorsqu'elle atteignit la rangée 3, son comportement se glaça. « Votre choix ?» demanda-t-elle à Julian, son ton plat, ses yeux fixés quelque part au-dessus de son épaule. « J'aurai le saumon, s'il vous plaît, et ma fille aura les pâtes au poulet, dit Julian, ayant déjà discuté des options avec Amara. Susan regarda le livre de coloriage d'Amara, sa lèvre se retroussant de dédain. « Êtes-vous sûr qu'elle peut gérer ça? Il y a une sauce à la crème. Ça pourrait être salissant. » L'implication était claire et c'était insultant. Julian rencontra son regard, ses propres yeux impassibles. « Je pense qu'une enfant de 7 ans peut gérer une assiette de pâtes. S'il vous plaît, apportez-lui juste le repas. » Susan récupéra les repas du chariot de la cuisine. Elle plaça le plateau de Julian devant lui sans un mot. Puis elle se tourna vers Amara. La petite fille avait soigneusement nettoyé sa tablette de plateau, rangeant son livre de coloriage et ses stylos soigneusement dans la poche du siège. Alors que Susan posait le plateau, elle le fit avec un léger, presque imperceptible, mouvement discordant. La petite salière en céramique perchée près du bord vacilla et bascula, renversant une petite pyramide blanche sur le tapis sombre. « Oh, honnêtement !» s'exclama Susan, sa voix résonnant d'une frustration théâtrale. « C'est exactement ce que je veux dire. Maintenant, je dois aller chercher l'aspirateur à main. » Amara tressaillit comme si elle avait été frappée. « Je n'ai pas. »« Je ne l'ai pas touché, bégaya-t-elle, regardant son père avec de grands yeux paniqués. « Je sais que non, chérie, dit Julian, sa voix un grondement bas et rassurant. Il regarda ensuite directement Susan. Sa patience, une ressource qu'il avait habituellement en abondance, s'amenuisait dangereusement. « Ma fille n'a pas touché cette salière. Vous l'avez fait tomber quand vous avez posé le plateau. Je vous ai vu. » Plusieurs autres passagers s'étaient maintenant retournés pour regarder. Un homme de l'autre côté de l'allée, un homme d'affaires absorbé par son ordinateur portable,
leva les yeux avec une expression d'agacement, non pas envers Susan, mais envers la perturbation perçue. Dans la rangée 4, cependant, une femme aux yeux gentils et à l'expression pensive regardait le change avec une inquiétude croissante. Susan, enhardie par ce qu'elle percevait comme le soutien silencieux de l'homme d'affaires, se gonfla de juste indignation. « Monsieur, il n'y a pas besoin d'être agressif. Je n'accuse votre fille de rien. C'est juste une observation. Certains enfants ne sont pas habitués à ce genre d'environnement. » Les phrases enfants pendaient dans l'air, épaisses et polluées de préjugés non dits. Julien sentit une montée de colère chaude, mais il la força à descendre, sachant que toute manifestation extérieure serait déformée et utilisée contre lui. Il devait être plus intelligent, il devait être plus calme, il devait être 2 fois meilleur pour être vu comme moitié moins digne de respect. La seule personne rendant cet environnement inconfortable, c'est vous. Julien déclara sa voix comme de l'acier enveloppé de velours. Ah, vous avez renversé et laissez-nous à notre repas. Nous n'aurons pas besoin d'aucune assistance supplémentaire de votre part pour le reste de ce vol. Si nous avons besoin de quoi que ce soit, nous demanderons à un de vos collègues. C'était un renvoi direct de son autorité, et pour Susan, c'était une offense intolérable. Son visage rougit d'un rouge marbré et en colère. Vous ne pouvez pas me parler comme ça, musique. Je suis la chef de cabine sur ce vol. Je suis en charge de cette cabine. Alors agissez comme tel, rétorqua Julien, sa voix baissant encore plus, faisant atterrir ses mots avec plus de force. Être en charge signifie assurer la sécurité et le confort de tous vos passagers. Pas harceler un enfant parce que vous avez un problème personnel. Vaincue dans l'échange verbal et fumante d'une rage qui semblait la consumer, Susan se retourna et retourna en tempête vers la cuisine. La cabine était inclinée un instant, la tension palpable. La femme de la rangée 4 fit à Julien un petit sourire sympathique et un léger hochement de tête, une reconnaissance oblique qu'elle avait vu la vérité de la situation. L'homme d'affaires de l'autre côté de l'allée secoua simplement la tête et remit ses écouteurs anti-bruit, se retirant de la désagrément. Julien tourna toute son attention vers sa fille. Amara poussait ses pattes autour de son assiette, son appétit disparut. La joie lui avait été volée, remplacée par une confusion et une blessure qu'aucun enfant ne devrait avoir à ressentir. « Je ne veux plus manger, papa, » marmonna-t-elle, ses yeux baissés. Le cœur de Julien se brisa. Il avait voulu que ce voyage soit un souvenir fondamental de bonheur pour elle. Au lieu de cela, il était musique entachée par la malice inexplicable d'une étrangère. Il savait que ce n'était plus à propos d'une hôtesse de l'air impoli. Il s'agissait de protéger l'esprit de sa fille, de lui montrer que le sectarisme et la haine, peu importe comment ils se déguisaient, n'auraient jamais le dernier mot. Il fouilla dans son sac de cabine et sortit sa tablette. Il chargea son film préféré, Moana, et lui tendit les écouteurs. « Tiens, petit oiseau, allons à l'aventure avec Moana et Maui. Ils n'ont peur de rien. » Alors qu'Amara mettait les écouteurs, les couleurs vibrantes et la musique héroïque du film l'attirèrent lentement, créant une petite bulle sûre pour elle dans l'environnement hostile. Elle était toujours soumise, mais l'écran offrait un refuge. Julien, cependant, ne trouva aucune échappatoire de ce genre. Il toucha à peine son propre repas. Il passa l'heure suivante à regarder sa fille, son esprit, en pleine course. Il vit Susan à l'avant de l'avion, enfermée dans une conversation feutrée mais intense avec le capitaine du vol, qui avait brièvement émergé du cockpit. Elle était juste articulant sauvagement son visage, un masque de sérieux frénétique. Julien savait avec un sentiment de malaise ce qu'elle faisait. Elle peignait d'un tableau, elle élaborait d'un récit, et dans son histoire, lui et sa petite fille étaient nés méchants. La turbulence mineure qu'ils avaient ressentie du déversement n'était rien comparé à la tempête qu'elle préparait. Il sentit une prémonition glaçante qu'à leur atterrissage à Londres, cette guerre privée de la sienne dégénérerait en exécution publique, et il devait être prêt. Pendant les quelques heures suivantes,
Une paix frêle et tendue s'installa sur la cabine Delta 1. Susan, suivant la directive explicite de Julian, évita complètement leur rangée. Une autre hôtesse de l'air, une jeune femme nommée Maria, avec un sourire doux et des yeux gentils, prit en charge le service pour leur section. Elle était attentive et chaleureuse, traitant Amra avec la décence simple et respectueuse qui avait été si manifestement absente du comportement de Susan. Elle apporta à Amra un bol de glace avec des vermicelles supplémentaires et s'accroupit près de son siège pour lui poser des questions sur le film qu'elle regardait. « Mana est ma préférée », murmura Maria conspirativement. « Elle est si courageuse. » Amara, se sentant enfin vue et en sécurité, offrit un sourire timide mais sincère. Le mien aussi. Julian regarda l'échange avec un sentiment de profonde gratitude. Mais il était teinté de tristesse. Le contraste entre la gentillesse de Maria et l'hostilité de Susan rendait le préjugé de cette dernière d'autant plus flagrant et laid. Il prit mentalement note de se souvenir du nom de Maria pour s'assurer que son professionnalisme serait reconnu, mais son objectif principal restait la menace qui persistait à l'avant de l'avion. Du coin de l'œil, il pouvait voir Susan bourdonnant d'une énergie nerveuse et vindicative. Elle ne se morfondait pas seulement dans la cuisine. Elle travaillait. Elle fit plusieurs voyages au cockpit, chaque fois restant un peu plus longtemps. Il la vit parler avec les autres membres d'équipage. Sa voix basse et urgente, elle tissait son histoire en poisonnant le puits, s'assurant que sa version des événements devienne le dossier officiel. Julian connaissait le livre de jeu. Elle encadrerait ses réponses calmes et fermes comme de l'agression. Elle dépeindrait sa défense de sa fille comme une menace. Elle peindrait Amara non pas comme une enfant calme, mais comme un élément indiscipliné et perturbateur, justifiant ses propres actions discriminatoires comme des mesures nécessaires pour maintenir l'ordre. La femme de la rangée 4, dont Julian apprit plus tard le nom, était Madame Ulbricht, une institutrice à la retraite, attira son regard. Elle lui lança un regard qui était un mélange d'inquiétude et d'excuse, une alliée silencieuse et une mère d'ignorance volontaire. Elle avait tout vu, et son expression confirma les craintes de Julian. Susan ne lâchait pas l'affaire. Ce que Julian ne savait pas était la nature précise et malveillante du plan de Susan. Se sentant son autorité minée et son ego froissé, elle avait décidé que simplement rapporter l'incident pour une révision interne n'était pas suffisant. Elle voulait une vindication publique immédiate. Elle voulait voir Julian et Amara humiliés. Lors d'une de ses plus longues visites au cockpit, elle utilisa le téléphone satellite du vol, un outil réservé aux urgences et aux communications opérationnelles critiques, citant une menace verbale continue et croissante d'un passager en 3B et des préoccupations pour la sécurité de l'équipage et des autres passagers à l'atterrissage. Elle demanda que la police de l'aéroport rencontre le vol à la porte à Hero. Elle choisit soigneusement ses mots, élaborant un récit d'un homme qui devenait de plus en plus instable et belliqueux. Elle mentionna sa stature imposante et son ton agressif. Elle insinua que l'enfant était utilisé comme un bouclier ou un pion dans son comportement perturbateur. C'était un chef-d'œuvre de fabrication construit sur une fondation de stéréotypes raciaux et conçu pour provoquer la réponse maximale possible des forces de l'ordre. Elle appelait la cavalerie non pas à cause d'une vraie menace, mais pour gagner une vendetta personnelle qu'elle avait commencée. Le capitaine, s'appuyant sur le rapport de sa chef de cabine senior et les protocoles établis pour de telles situations, n'eut d'autre choix que de transmettre la requête. Il était lié par procédure à faire confiance à son équipage. Alors que le vol commençait sa descente vers Londres, la sonnerie familière résonna dans la cabine et la voix du capitaine arriva par l'interphone, annonçant leur arrivée imminente. « Équipage de cabine, préparez-vous pour l'atterrissage. » Une vague de soulagement submergea Julian. C'était presque fini. Lui et Amara avaient survécu à l'épreuve de 8 heures. Bientôt, ils seraient au sol loin de cette femme et ils pourraient commencer le travail de sauvetage de leur voyage. Il aida Amara à mettre ses chaussures et s'assura que sa ceinture de sécurité était bien attachée. « Allons-nous voir la grande horloge, papa? »
demanda-t-elle, son excitation revenant. Le plus grand, chéri, Big Ben, nous attend, dit-il, forçant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Mais alors que l'avion roulait vers le terminal, une subtile déviation de la procédure normale mit Julian sur les nerfs. Au lieu de se diriger directement vers la porte, l'appareil s'arrêta à environ 100 verges sur une section isolée du tarmac. Le moteur ralentit et un silence inhabituel tomba. Puis la voix du capitaine revint, mais cette fois c'était différent. Elle était dépouillée de son ton joyeux et accueillant, remplacée par une cadence officielle et sévère. Mesdames et messieurs, pour votre sécurité et votre sûreté, nous vous demandons de bien vouloir rester à vos sièges, ceintures attachées. Je répète, tous les passagers doivent rester assis jusqu'à instruction contraire. Les autorités vont monter à bord de l'appareil momentanément. Une ondulation de confusion et d'alarme se répandit dans la cabine. Les passagers échangèrent des regards inquiets. Des murmures éclatèrent. Que se passe-t-il? Est-ce une menace de sécurité? Le sang de Julian se glaça. Il savait. Il savait avec une certitude glaçante absolue pour qui étaient les autorités. Il regarda Susan, qui se tenait à l'avant de la cabine, ses bras croisés, son visage un masque sinistre de triomphe. Elle le fixe directement, ses yeux brillants d'une lumière malade et victorieuse. Elle l'avait fait. Elle avait passé l'appel. Mara, sentant la tension soudaine, attrapa le bras de son père. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi y a-t-il des voitures de police? » demanda-t-elle. Son petit visage pressé contre la fenêtre, où les lumières bleues et rouges clignotantes de 2 véhicules de police de l'aéroport étaient maintenant visibles, tranchant à travers l'aube grise de Londres. Julian passa un bras protecteur autour d'elle, la tirant loin de la fenêtre. Il protégea son visage avec sa main, essayant de bloquer la vue terrifiante. Son esprit était un tourbillon de fureur et de peur. Fureur face à l'injustice, face au pur racisme non adultéré qui avait mené à ce moment, et peur pour sa fille. C'était le souvenir qu'elle aurait de son premier voyage à Londres, étant accueillie par la police comme une criminelle. La porte principale de la cabine s'ouvrit avec un sifflement hydraulique. Le silence dans l'avion était maintenant absolu, épais d'anticipation et de terreur. 2 officiers en uniforme de la police métropolitaine de Londres montèrent à bord de l'appareil, leurs visages sévères, leurs yeux scannant de la cabine. Susan, dans son rôle d'accusatrice en chef, leva un doigt pointé et tremblant. « C'est lui, dit-elle, sa voix résonnant d'un faux drame pour que tous l'entendent. Rangée 3, c'est l'homme qui me menaçait. Louis et Musique, son enfant. » Au moment où Susan pointa son doigt, chaque tête dans les cabines de première classe et affaires pivota à l'unisson. 60 paires d'yeux, un mélange de curiosité, de peur et de jugement se fixèrent sur la rangée 3. Ils fixèrent Julian et sa fille de 7 ans comme s'ils étaient une contagion. L'air, déjà épais de tension, devint suffocant pour Julian. Il semblait que le plancher de l'avion s'était dérobé, le plongeant, lui et Amara, dans un abîme sombre et terrifiant de honte publique. Amara, comprenant seulement qu'elle et son père étaient le centre de cette attention terrifiante, commença à pleurer. Pas de grands sanglots gémissants, mais des larmes silencieuses et effrayées qui coulaient sur ses joues. Elle enfouit son visage sur le côté de Julian, son petit corps tremblant. Le cœur de Julian se brisa en 1 million de morceaux. C'était son pire cauchemar réalisé. Il avait échoué à la protéger de la laideur du monde. Le monde les avait suivis ici dans leur siège, dans ce tube métallique, et les tenait maintenant en otage. Les 2 agents de police commencèrent à avancer dans l'allée, leurs lourdes bottes cognant avec un but menaçant sur le sol moquetté. L'officier principal était un homme grand, au visage sévère, à la fin de la quarantaine, avec une mâchoire carrée et des yeux vigilants. Son partenaire était plus jeune, son visage moins durci, mais également sérieux. « Monsieur », commença l'officier principal, sa voix éclipsait un accent britannique autoritaire qui portait à travers la cabine silencieuse. « Je suis l'agent de police Davies. Pourriez-vous, s'il vous plaît, venir avec nous?
Nous avons besoin de parler avec vous hors de l'avion. » Il ne demandait pas, c'était un ordre. D'autres passagers commencèrent à chuchoter, leur téléphone émergeant subtilement pour capturer le drame. Julien pouvait sentir la brûlure de leurs escaliers, le poids de leur condamnation prématurée. À leurs yeux, la présence de la police confirmait sa culpabilité. L'esprit de Julien s'emballa. Il savait que toute résistance, toute discussion serait mal interprétée comme l'agression que Susan les avait déjà préparés à attendre. Il devait jouer ça soigneusement. Sa priorité était de désamorcer pour retirer Amara de ce spectacle, se racle la gorge. Traumatisant aussi vite et discrètement que possible. Il prit une respiration lente et délibérée, forçant un masque de calme pur sur son visage. Un exploit de volonté qui prit chaque once de son self-control. Il regarda l'agent Davis, son regard direct et stable. « Bien sûr, officier, dit-il, sa voix égale et respectueuse, ne trahissant rien de la rage volcanique bouillonnant dans ses entrailles. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai ma jeune fille avec moi. Elle est très effrayée. J'apprécierais si nous pouvions gérer cela avec un minimum de tapage pour elle. » L'expression de l'agent Davis ne s'adoucit pas, mais il fit un hochement de tête sec. « Rassemblez juste vos affaires et venez avec nous, monsieur. » Julien se tourna vers Amara, inclinant doucement son visage strié de larmes vers le sien. « Hé, petit oiseau, murmura-t-il sa voix pour ses oreilles seulement. C'est bon, ces hommes ont juste besoin de poser des questions à papa, se racle la gorge. C'est comme un jeu. Nous allons aller avec eux et ensuite nous allons avoir la plus grande glace de tout Londres. Peux-tu être courageuse pour moi quelques minutes de plus? » Amara hocha la tête muettement, s'accrochant à son bras, comme si c'était une bouée de sauvetage. Julien se leva, tirant leur sac de cabine du compartiment supérieur avec un mouvement lent et délibéré. Chaque œil le suivait. Il pouvait sentir le regard suffisant et triomphant de Susan lui percer le dos. Elle avait gagné. Elle avait orchestré sa honte publique. Se racle la gorge. La vue de lui étant escorté hors de l'avion par la police était son trophée. Alors qu'il guida Amara dans l'allée, Madame Albright de la rangée 4 se leva. « Officier, dit-elle, sa voix claire et ferme coupant à travers les chuchotements, vous devriez savoir que c'est une honte absolue. Cette hôtesse de l'air a harcelé cet homme et sa petite fille pendant tout le vol. J'ai tout vu. C'est elle que vous devriez interroger. » L'agent Davies lui lança un regard dédaigneux. « Madame, veuillez rester assise. Nous avons la situation sous contrôle. » « Non, vous ne l'avez clairement pas. » Madame Albright insista, sa voix montant d'indignation. « Vous traumatisez un enfant basé sur les mensonges d'une femme malveillante. »« Merci pour votre inquiétude, madame, » dit le plus jeune officier, s'avançant pour bloquer son chemin. « Veuillez vous asseoir, musique. » Julien lança à Madame Albright un regard de profonde gratitude. Son fait de parler fut une petite île d'humanité dans un océan d'hostilité. C'était une lueur de lumière dans l'obscurité. Il guida Amara dans l'allée, passant devant les visages béats d'étrangers. Ce fut la plus longue marche de sa vie. Chaque pas était une humiliation. Il garda la tête haute, son attention uniquement sur la petite main tremblante dans la sienne. Ils sortirent de la porte de l'avion et sur la passerelle. Étendant, il y avait non seulement l'équipe au sol, mais aussi un chef d'escale Delta, un homme en costume élégant nommé David Harrison. Son visage un masque de préoccupation anxieuse. Et debout à côté de lui, l'air justifié et plein d'importance, se tenait Susan. « Merci pour votre prompte réponse, officier, » dit Susan, dirigeant son commentaire vers la police, mais regardant droit Julien. Il devenait très volatile. J'étais sincèrement préoccupé pour ma sécurité. Ce fut la goutte d'eau, le mensonge public flagrant livré avec une telle sainteté pratiquée. Julien avait été calme, il avait été stratégique, mais la vue du visage terrifié de sa fille combinée à la performance venimeuse de Susan le poussa au-delà de son point de rupture. Le temps de la dignité tranquille était fini, le temps d'un autre genre de pouvoir était arrivé. Il s'arrêta, se tourna et regarda directement le chef d'escale. «
David Harrison. Toute son attitude changea. Le masque du passager harcelé tomba, remplacé par une aura d'autorité absolue et inébranlable. Sa voix, quand il parla, n'était plus juste calme, elle était impérieuse. C'était la voix d'un homme habitué à être obéi. Monsieur Harrison. Julian commença son ton calme, mais portant un poids immense qui fit tout le monde se figer. Mon nom est Julian Carter. J'imagine que mon nom est apparu dans quelques mémos du siège social d'Atlanta au cours de la semaine dernière. Les yeux de Harrison s'écarquillèrent légèrement. Le nom sonnait familier, mais il ne pouvait pas immédiatement le situer dans le contexte d'une plainte de passager. Il s'attendait à un client furieux, pas à un homme qui parlait avec la précision glaçante d'un cadre supérieur. « Je suis désolé, Dr. Carter. » Harrison balbutia, pris au dépourvu. Julian ne le laissa pas finir. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste de costume, celle qu'il avait mise pour Del Plain, et sortit son portefeuille. Il ne montra pas de permis de conduire ou de carte de crédit. Il produisit une carte de visite simple et élégante, faite de papier épais de haute qualité. Il la tendit à Harrison pour qu'il la voie. Le chef d'escale prit la carte. Ses yeux parcoururent le texte. Il lut le nom et ensuite il lut le titre imprimé en dessous en lettres noires nettes. Son visage devint complètement pâle. La couleur s'écoula de ses joues comme si un bouchon avait été tiré. Sa mâchoire se relâcha et il fixa Julian avec un regard d'horreur pure et non adultéré. Il regarda de la carte au visage de Julian et en arrière, son esprit luttant pour traiter la réalité cataclysmique de la situation. L'agent Davies, impatient du retard, s'avança. « Monsieur, nous devons y aller. » Harrison leva les yeux vers l'officier, ses yeux grands ouverts de panique. Il leva une main tremblante. « Non, attendez. » Il racla sa voix, à peine un murmure. Juste un instant. Il regarda ensuite Susan, qui était toujours se languissant dans sa victoire. Le regard sur son visage était celui d'une réalisation catastrophique naissante. Susan, toujours inconsciente, fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est, David? Que dit la carte? » Julian regarda au-delà du chef d'escale stupéfait, au-delà des policiers confus, et rencontra le regard de Susan. Il laissa le silence planer dans l'air pendant un instant. Un silence qui était maintenant chargé de son pouvoir, pas de son préjugé, et puis il lui dit, « Cela dit, Julian dit, sa voix calme, claire et coupante comme un diamant, que je suis le nouveau PDG d'Atlas Transportation Group. » Il fit une pause, laissant les mots s'enfoncer. La société mère qui possède cette compagnie aérienne. Les 4 mots PDG d'Atlas Transportation détonnèrent dans les confins stériles de la passerelle avec la force d'une bombe silencieuse. Pendant 5 secondes complètes, le seul son était le gémissement lointain d'un avion en roulage. Le monde sembla s'arrêter et pivoter sur l'axe de la révélation de Julian. L'agent Davies et son partenaire se figèrent en plein pas, leur visage un tableau comique de confusion et d'anxiété professionnelle soudaine. Le livre de règles de la police n'avait pas de chapitre pour ce qu'il fallait faire quand l'homme que vous détenez pour être perturbateur s'avère posséder l'avion sur lequel vous êtes debout. David Harrison, le chef d'escale, semblait sur le point de s'évanouir. La carte de visite dans sa main semblait peser un durant. Il était un gestionnaire de niveau intermédiaire, pris entre 2 feux d'une situation qui venait de passer d'un problème de service client à une catastrophe mettant fin à sa carrière. Son esprit rejouait frénétiquement chaque interaction, chaque protocole qu'il avait échoué à suivre, chaque supposition qu'il avait faite. Il avait traité le nouveau chef de l'entière corporation de plusieurs milliards de dollars comme un fauteur de troubles communs. Mais la transformation la plus profonde eut lieu sur le visage de Susan. Son expression suffisante et triomphante se dissout comme si elle avait été emportée par de l'acide. L'éclat victorieux dans ses yeux fut éteint, remplacé par une lueur d'incrédulité, puis une vague de compréhension naissante, et finalement un tsunami de terreur abjecte pure. Le sang s'écoula de son visage, laissant sa peau d'un blanc pâteux et maladif,
qui contrastait horriblement avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Sa bouche s'ouvrait et se fermait silencieusement comme un poisson cherchant de l'air. La fondation de sa réalité, son autorité perçue, son indignation vertueuse avaient été vaporisées. Elle n'était plus une chef de cabine en contrôle. Elle était un insecte sous un microscope exposé et totalement impuissant. Julian se tenait là, un pilier de calme dans le vortex du chaos qu'il avait créé. Il laissa le silence s'étirer, les forçant tous à mariner dans les conséquences de leurs actions. Il tourna ensuite son attention vers l'agent Davies, sa voix conservant son tranchant exécutif d'acier. « Officier Julian dit, je coopérerai bien sûr avec toutes les questions que vous pourriez avoir. Cependant, je le ferai en présence de mon conseiller juridique et d'un représentant senior de la police métropolitaine. Vous me détenez actuellement, moi et ma fille mineure, basé sur un rapport malveillant et faux déposé par cet employé. » Il fit un geste vers Susan avec un léger hochement de tête. « J'ai été soumis à une campagne ciblée de harcèlement et de profilage racial pendant la durée de ce vol. J'ai été publiquement humilié devant mon enfant et mes compagnons de voyage. Vous comprendrez donc que je considère maintenant cela comme une affaire juridique très sérieuse. L'agent Davies, un homme habitué à être en charge, était maintenant visiblement en difficulté. Le script avait été inversé si violemment qu'il ne pouvait pas trouver ses lignes. Monsieur le docteur Carter, nous répondions juste à un appel sur lequel vous avez agi sans aucune tentative de vérification. Julien coupa, son ton aigu. Vous avez embarqué dans cet avion et nous avez publiquement ciblés comme des criminels sans poser une seule question à quiconque d'autre. Par exemple, vous auriez pu parler aux passagers du siège 4D. Il jeta un coup d'œil en arrière dans l'avion où Mme Ulbricht était toujours debout, regardant toute la scène se dérouler avec une attention enveloppée. Elle a tout vu. Mais vous n'avez pas demandé, n'est-ce pas? Vous avez simplement suivi la piste d'une seule accusatrice préjugée. Le plus jeune officier semblait profondément mal à l'aise, déplaçant son poids d'un pied à l'autre. David Harrison retrouva enfin sa voix, bien qu'elle fût tendue et tremblante. « Dr. Carter, monsieur, je suis si profondément désolé. Il y a eu un terrible, terrible malentendu. »« Suzanne, dit-il se racle la gorge, se retournant vers l'hôtesse de l'air maintenant catatonique. Qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous fait? » Suzanne balbutia sa voix un murmure pathétique. « J'étais préoccupé. Il était agressif. Lui, ses mensonges qui avaient semblé si convaincants juste minutes avant maintenant, s'écroulèrent en poussière, sonnant creux et désespérés, même à ses propres oreilles. Je n'étais pas agressif. J'étais un père défendant son enfant. Julien déclara sa voix résonnant avec l'autorité qu'elle ne pouvait maintenant plus nier. Vous renversez de l'eau sur ma fille et la blâmez. Vous renversez du sel sur le sol et la blâmez. Vous lui parlez de haut et la traitez comme si elle n'appartenait pas à un siège qu'elle occupe légitimement. Vous avez vu un homme noir et sa fille en première classe, et vous avez décidé qu'ils étaient un problème. C'est le début, le milieu et la fin de cette histoire. Il s'agenouilla ensuite, tournant le dos aux adultes et donnant toute son attention à Amara, qui était toujours pressée contre lui, confuse par le changement soudain des dynamiques de pouvoir. Il essuya doucement les larmes restantes de ses joues. « C'est fini maintenant, petit oiseau, dit-il doucement. Le jeu est fini. Papa a gagné. » À ce moment, comme si invoqué par la pure attraction gravitationnelle du désastre, une faille de nouveaux arrivants se précipita sur la passerelle. Un cadre supérieur de Delta qui attendait pour saluer le vol de Julian pour une raison complètement différente. Un accueil planifié pour le nouveau PDG arriva pour trouver cette scène chaotique. Il était suivi par des membres de l'équipe de communication d'entreprise de l'aéroport et un chef très sombre de la division de la police de l'aéroport qui avait été urgemment convoqué par un agent Davis paniqué. Les nouveaux arrivants prirent la scène. Le chef d'escale pâle et tremblant, la chef de cabine sous le choc, les policiers déconcertés,
Et l'homme suprêmement calme et puissant au centre de tout cela, réconfortant son enfant qui pleurait. Le vice-président senior de Delta, un homme nommé Robert Maxwell, se précipita en avant. Julian, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions une délégation de bienvenue qui vous attendait dans ce salon VIP. Julian se leva, son expression durcissant de nouveau. Changement de plan, Robert, dit-il. Annulez l'accueil, convoquez l'équipe juridique et faites en sorte que quelqu'un des RH nous rencontre dans le salon. Cet employé, dit-il, pointant un doigt définitif vers Susan, doit être immédiatement suspendu en attendant son licenciement. Ses accréditations de vol doivent être révoquées. Mais elle ne doit pas mettre le pied sur un autre de nos appareils, sauf en tant que passagère en économie. Escortez-la hors des lieux maintenant. Chaque mot était un clou dans le cercueil de la carrière de Susan. L'autorité avec laquelle il parlait était absolue et finale. Il n'y avait pas d'appel, pas de commission de révision. C'était un jugement sommaire rendu sur le champ. Susan laissa échapper un petit halètement étranglé comme si elle avait été physiquement frappée. Le chef de la police de l'aéroport s'avança, comprenant maintenant l'ampleur de l'erreur. Dr. Cutter, au nom de la police métropolitaine, j'offre mes plus sincères excuses pour la conduite de mes officiers et la détresse que cela vous a causée, à vous et à votre fille. Julian le regarda, ses yeux froids. Les excuses sont un début. La responsabilité est ce que j'attends. Je veux un rapport complet sur mon bureau d'ici lundi matin, expliquant comment un appel comme celui-ci peut mener à ce résultat sans aucune vérification. Il ne s'agit pas seulement de ma fille et de moi. Il s'agit de ce qui aurait pu se passer si je n'étais pas qui je suis. Qu'arrive-t-il à l'homme noir qui n'est pas le PDG? Qui le défend? La question resta en suspens dans l'air. Une puissante mise en accusation de tout le système qui l'avait fait échouer, lui et tant d'autres, si spectaculairement. Le pouvoir avait complètement changé. Le chasseur était devenu le chassé, et le passager tranquille et discret en 3B s'était révélé être le roi de tout le royaume. Pour Susan, la chute de son petit trône n'était pas juste une descente. C'était une chute libre dans un gouffre de sa propre fabrication. Les retombées furent immédiates, brutales et systématiques. Susan ne fut pas simplement suspendue. Elle fut rendue une non-entité. Avant que Julian et Amara n'aient même atteint le salon VIP, son ID de compagnie aérienne avait été désactivé. Son accès aux systèmes internes fut révoqué. 2 membres de la sécurité de l'aéroport, leur visage impassible, escortèrent une Susan maintenant ouvertement en pleurs du pont d'embarquement à un bureau arrière stérile où elle fut chargée de remettre son badge et les biens de la compagnie. Elle fut ensuite conduite sans cérémonie à une sortie publique. Non plus une estimée chef de cabine d'une route internationale phare, mais une employée disgraciée chassée du royaume sur lequel elle avait régné pendant 3 décennies. La rapidité de sa chute fut à couper le souffle. Mais pour Julian Carter, ce n'était pas suffisant. Sa colère n'était pas une émotion passagère, musique. C'était une force structurelle froide et profonde. Il ne s'agissait jamais juste du préjugé d'une femme. Il s'agissait de la culture d'entreprise et des systèmes sociétaux qui permettaient à un tel préjugé de s'envenimer et d'être armé dans le calme immaculé de la suite Windsor. Pendant qu'Amara était doucement divertie par une gentille hôtesse de salon avec une assiette de cookies décorée sur mesure et un nouveau carnet de croquis, Julian réunit son équipe. Robert Maxwell, le vice-président de Delta, était pâle et en sueur. Des avocats du cabinet britannique de la compagnie aérienne furent connectés via vidéoconférence, leurs visages sombres. David Harrison, le chef d'escale, était assis dans un coin, muet et livide, attendant son sort. Soyons clairs sur ce qui se passe maintenant. Julian commença sa voix dépourvue de chaleur, ce qui la rendait d'autant plus glaçante. Se racle la gorge. Premièrement, ma fille et moi déposerons une plainte formelle auprès de la police métropolitaine concernant les actions de l'agent Davis et de son partenaire. Nous explorerons également une poursuite civile contre leur département
pour emprisonnement illégal et détresse émotionnelle. Je veux qu'ils comprennent les conséquences de leur protocole. Il tourna ensuite son regard vers ses propres gens. Deuxièmement, nous lançons une enquête interne avec effet immédiat. Je veux des déclarations de chaque membre d'équipage de ce vol. Je veux surtout une déclaration de Maria, l'hôtesse qui a servi ma rangée après que mademoiselle Susan a reçu l'instruction de rester à l'écart. Je veux aussi identifier et contacter la passagère en 4D, Madame Ulbricht. La compagnie aérienne lui enverra un remboursement complet pour son vol, un surclassement au statut de médaillon de premier niveau à vie et une lettre de remerciement personnel de ma part. Elle a montré du courage et de l'intégrité quand mes propres employés ont montré de la lâcheté et de la malice. Il fit une pause, laissant ses mots s'enfoncer. Troisièmement, le licenciement de Susan n'est pas la fin de l'affaire. Je veux une révision complète de son dossier d'emploi. Chaque plainte, chaque éloge, chaque évaluation de performance. Je veux savoir si c'était un incident isolé ou un modèle de comportement qui a été ignoré par la direction. David, dit-il, s'adressant finalement au chef d'escale terrifié. Combien de plaintes a-t-elle eu au cours des 5 dernières années? Harrison déglutit difficilement. Je devrais vérifier le système, monsieur. Je l'ai déjà fait vérifier, dit Julien froidement, tapant sur sa musique tablette. La réponse est 17. 17 plaintes de passagers, dont 9 mentionnaient explicitement son comportement et son attitude envers les passagers minoritaires. Et pourtant, elle était toujours la chef de cabine principale sur notre route internationale, la plus prestigieuse. Pourquoi cela? Music Harrison n'eut pas de réponse. Il ne pouvait que fixer le sol, le poids de sa propre négligence managériale l'écrasant. Le dur karma pour Susan, cependant, ne faisait que commencer. L'histoire, comme les histoires à l'ère numérique le font, a fuité. Musique. Un passager dans la cabine affaires, celui qui avait silencieusement enregistré la police montant à bord de l'avion, a posté la vidéo sur Twitter. En quelques heures, elle était devenue virale. Le récit était électrisant. Hôtesse de l'air raciste appelle les flics sur un PDG noir et sa fille de 7 ans. Les médias l'ont repris du Daily Mail à CNN. L'action de Delta a subi une petite mais notable baisse dans les échanges pré-marchés. Susan est devenue tristement célèbre du jour au lendemain. Son nom, son visage, ses 30 ans de service. Tous étaient maintenant inextricablement liés à ce seul acte laid de préjugés. Elle fut doxée en ligne. Ses informations personnelles furent répandues sur les réseaux sociaux. Elle reçut des menaces. Sa vie de banlieue tranquille fut brisée. L'humiliation publique qu'elle avait orchestrée pour Julian lui fut rendue 1000 fois. Des amis la désavouèrent. Des voisins traversèrent la rue pour l'éviter. Elle était devenue une paria, un symbole vivant du racisme moderne. Quelques semaines plus tard, les conséquences officielles se cristallisèrent. Susan fut bien sûr licenciée. Sa pension et ses avantages de vol furent annulés en raison de la cause de son licenciement. L'enquête interne révéla le modèle de plainte sur lesquels David Harrison n'avait pas agi. Il fut rétrogradé et transféré à un travail de bureau dans un bureau régional éloigné. Sa carrière effectivement finie. Les 2 agents de police métropolitaine furent officiellement réprimandés et assignés à une formation obligatoire intensive anti-biais, leur dossier étant définitivement entaché. Mais l'acte final de Julian fut le plus percutant. La poursuite qu'il mena n'était pas pour un gain financier personnel. Se racle la gorge. Il chargea ses avocats de déposer une plainte contre Susan personnellement pour diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle sur un mineur. Ils gagnèrent facilement. Le tribunal accorda une somme de figure 6F significative en dommages et intérêts. Julian annonça que chaque centime de cet argent serait utilisé pour établir une nouvelle fondation caritative. Il l'appela Musique, l'initiative Amara. Sa mission était double. Premièrement, elle financerait des bourses pour les étudiants minoritaires défavorisés cherchant des carrières dans l'aviation et le leadership d'entreprise. Deuxièmement, elle s'associerait avec des compagnies aériennes
et des agences d'application de la loi du monde entier pour développer et mettre en œuvre des programmes de formation antiracisme et de désescalade basés sur des preuves de pointe. Le programme serait construit autour de l'étude de cas réels du vol des L10. Le karma ultime pour Susan n'était pas seulement de perdre son emploi ou sa réputation. Musique, c'était que son nom, bien qu'officiellement effacé des matériaux F publics, serait à jamais le catalyseur du changement même contre lequel elle se battait. Son acte de haine devint la graine d'une initiative mondiale promouvant la diversité, l'équité et l'inclusion. Chaque enfant qui recevait une bourse de l'initiative Amara, chaque pilote qui suivait la nouvelle formation, chaque policier qui apprenait à remettre en question ses propres biais serait un témoignage de son échec. Julien s'assura que sa propre fille comprenait cela. Un soir dans leur hôtel de Londres, après une merveilleuse journée à visiter la Tour de Londres, il s'assit avec Amara et expliqua ce qui s'était passé en termes simples. Cette femme dans l'avion, elle avait un problème dans son cœur. Il lui dit qu'elle avait essayé d'utiliser son pouvoir pour nous blesser, mais elle avait échoué. En fait, à cause de ce qu'elle a fait, nous avons maintenant un nouveau pouvoir. Nous avons le pouvoir d'aider à faire en sorte que ce qui nous est arrivé arrive à moins de personnes. Ton nom, Amara, va aider les gens. Il va représenter la bravoure et la gentillesse. Sa haine n'a pas gagné. Notre amour l'a fait. Amara, traçant le contour d'une couronne qu'elle avait dessinée, leva les yeux vers son père. Elle ne comprenait pas les complexités des poursuites judiciaires ou des initiatives d'entreprise, mais elle a compris cela. Musique, elle a compris que l'obscurité n'avait pas éteint leur lumière. Cela l'avait seulement fait briller plus fort. Et dans cette simple vérité, le plus laid des débuts a trouvé le plus beau et puissant des fins. C'est l'incroyable histoire de comment l'acte de préjugé haineux d'une hôtesse de l'air musique s'est retourné contre elle de la manière la plus spectaculaire imaginable. C'est un puissant rappel que l'abus de pouvoir, aussi petit soit-il, peut avoir des conséquences dévastatrices, et la vraie autorité ne vient pas d'un uniforme ou d'un titre, mais de l'intégrité et du caractère. Musique. La tentative de Susan d'humilier un père et sa fille se termina par sa propre ruine complète. Et plus important encore, cela devint le catalyseur d'un changement systémique positif à travers l'initiative Amara. Quelles sont vos pensées sur cette histoire? Avez-vous déjà été témoin ou avez-vous vécu une situation où le préjugé de quelqu'un a été exposé d'une manière si dramatique? Partagez vos histoires et pensez dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte dans cette conversation. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton. J'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de la voir et assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires inoubliables de justice et de